sûr cet après-midi, donc j'ai les deux intervenants qui sont à mes côtés. C'est Sophie Cohen qui va commencer avec le traitement des traumatismes par le transgénérationnel, et puis Joanne Fasson qui prendra le relais après une petite pause pour aborder l'approche des restaurateurs. Donc je vais faire la parole à Sophie. Merci beaucoup Virginie, et merci pour l'accueil ici. Voilà, donc je vais vous parler du transgénérationnel, qui est une approche en fait que j'ai créée il y a quelques années, mais je ne vais pas vous introduire cette approche. Ce que j'ai pensé plus pertinent finalement, c'était de vous l'illustrer avec un cas clinique, et puis ensuite je développerai, et bien sûr je répondrai à toutes vos questions. Après, donc, notez bien vos questions. Donc Élodie consulte parce qu'elle vient me voir parce qu'elle veut se suicider. Et alors elle veut se suicider, elle me dit je me retiens, je m'accroche la nuit à mon matelas. Alors c'est un peu particulier, c'est la première fois que j'entendais cette expression-là. Et elle me dit je ne comprends pas, d'autant que voilà, je suis très heureuse parce que je vis en couple, je viens de me marier, c'est magnifique. Je suis heureuse avec mon mari, bon, ce qui n'est pas toujours le cas, donc voilà, une femme heureuse. J'aime mon métier, elle est institutrice, elle aime beaucoup son métier, elle aime bien l'école dans laquelle elle travaille, donc tout va bien avec ses collègues. Dans la famille, sa famille d'origine, tout va bien. Donc on peut dire que globalement sa vie est très bien. Elle a des projets, donc voilà, elle se projette dans l'avenir, mais la nuit, eh bien, elle n'a qu'une seule envie, c'est de se suicider, de sauter par la fenêtre. Elle a un appartement qui lui plaît, etc., etc. Alors je lui propose de dessiner son arbre de vie. Alors l'arbre de vie, c'est pas tout à fait la même chose qu'une approche où on trace l'arbre générationnel. On fait son diagramme général. Voilà. Donc pourquoi? Parce que l'arbre de vie, alors on respecte bien les lignes générationnelles, ça oui, mais il inclut les ressources. Donc en fait, sur l'arbre de vie, j'inclus ceux que j'aime et ceux que j'aime. Ceux que j'aime, eh bien ça peut être des amis, des collègues, des gens qui ont compté à un moment donné pour moi, même si aujourd'hui, ils ne savent peut-être même pas à quel point ils ont compté pour moi. Je prends un exemple concret, je me rappelle, j'ai travaillé un peu dans la violence urbaine, et je travaillais avec des chauffeurs de bus cette fois-là, et il y avait un monsieur qui était chauffeur de car, et qui me racontait, ça se passe pas très loin d'ici d'ailleurs pour lui, et il était dans une famille avec 2 parents alcooliques, une famille nombreuse, et en fait il vivait d'une façon, c'était très difficile étant enfant, beaucoup de violence, etc. Et la seule personne qui lui disait bonjour le matin et bonsoir le soir, ben, c'était le chauffeur de car. Ce chauffeur n'a jamais su à quel point il a été, dirait Boris Cyrulnik, un bâton de résilience, un tuteur de résilience. Mais cet homme était extrêmement important pour lui, à tel point qu'il a voulu devenir lui-même chauffeur de car, et que tous les jours, il prenait soin de dire bonjour et bonsoir à toutes les personnes qui montaient dans son car. Donc ça pour dire, il y a des personnes que l'on croise dans nos vies, qui peut-être ne savent pas à quel point elles ont été importantes, mais qui ont été vraiment importantes. Et donc, quand je dis les ressources, ceux que j'aime, ça peut être aussi des amis. Et c'est vrai que sur l'arbre habituel que nous dessinons, on ne met pas nos amis. Donc là, on va mettre nos amis et ceux que j'aime, c'est-à-dire quelles sont les activités que je pratique qui ont de l'importance pour moi. Et dans ceux que j'aime bien préciser aussi qu'il y a les animaux. Je me souviens d'une patiente qui vivait seule, mais avec 2 chats. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit « Sophie, j'ai une urgence, je ne peux pas venir à la séance parce que mon chat, il faut que je l'amène chez le vétérinaire. » Et je dis bah, « En effet, c'est un cas d'urgence. » Et pour elle, les chats représentaient évidemment des éléments ou des personnes,
des ressources en tout cas importantes. Et la fois d'après, quand elle est venue à la séance, elle m'a dit voilà, je vous remercie beaucoup parce que beaucoup de personnes n'auraient pas compris à quel point mes chats étaient importants. Voilà, donc ceux que j'aime et ceux que j'aime, et y compris leur famille, y compris, donc je le mets là, les animaux. Donc les lignes générationnelles sont respectées, ce qui n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir dans l'arbre, dans la famille, en fait, des personnes qui aient par exemple 17 ans de plus ou 20 ans de plus, et que la personne avec laquelle ils se mettent en ménage. Donc, surtout maintenant où l'allongement de la durée de vie fait que, voilà, ça peut être... Donc, il faut choisir une place. Est-ce que je mets cette personne sur la ligne, sur la même ligne que la personne avec qui elle est en couple, ou est-ce que je la mets sur la ligne de la précédente? Donc finalement, on a la ligne de la personne qui consulte, la ligne de ses parents, de ses grands-parents, peut-être de ses arrière-grands-parents, de ses enfants et de ses petits-enfants. Donc les lignes sont respectées, mais parfois il faut arbitrer. Voilà. La distance entre les personnes sur le dessin est imposée par la représentation graphique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que, vous imaginez, il y a alors, la personne qui consulte se met au centre, ce qui est déjà important, parce que souvent des personnes, rien que le fait de se mettre au centre du dessin, souvent je prends une page de paperboard dans le sens paysage et pas dans le sens portrait, c'est-à-dire dans le sens horizontal et pas dans le sens vertical, et rien que de se mettre au centre du dessin, la personne peut même pleurer, parce que se mettre au centre, c'est quelque chose que la personne n'a pas du tout l'habitude de faire. Habituellement, elle se met dans un coin, sur un côté, c'est les autres qui sont importants. Donc se mettre au centre est déjà un mouvement important, de se voir être au centre. Et puis, imaginons que cette personne ait eu des frères et des sœurs, et imaginons que son frère soit aîné et que son frère aîné est abusé de cette personne qui consulte, ce qui a été le cas la semaine dernière, dans une des consultations. Eh bien, je n'ai pas envie de mettre mon frère tout près de moi, j'ai envie de le mettre très loin, mais la représentation imposée par la feuille, par le dessin, m'empêche de le mettre loin. Donc, il y a la représentation imposée par le dessin, et puis on va voir avec l'hypnose, et c'est justement ça que j'ai créé comme outil, que grâce à l'hypnose, on va pouvoir donner une place qui est la juste place. Alors qu'est-ce que j'entends par la juste place? C'est la place qui représente la distance affective entre deux personnes. C'est-à-dire que si mon frère, voilà, pour moi, je le mets très très loin, eh bien je vais pouvoir, sur ma ligne, imaginer qu'il est très loin, comme je dis quelquefois, le satelliser. Alors que autour de moi, eh bien, il y a toutes ces ressources, donc c'est-à-dire ceux que j'aime, mes amis, et ceux que j'aime, c'est-à-dire peut-être la lecture, la musique, ça peut être la couture, la cuisine, etc., etc. Mon chat, puisque j'ai parlé de chat. Le thérapeute, une fois que la personne, le consultant, a terminé de dessiner son arbre, le thérapeute pose des questions. Les questions que le thérapeute pose sont des questions particulières. Lorsque je fais la formation à ce type d'outil, ça prend 2 jours, voire 3 jours. Ça me permet d'avoir plus de temps. Et lorsque je fais cette formation, je donne des phrases un peu clés, des questions à poser. Les questions, c'est par exemple, qui est en dette dans cet arbre? Qui n'apparaît pas et qui est important dans cet arbre? Quelles sont les choses qui ne sont pas dites, qui ne se voient pas, mais qui sont là, présentes, par exemple. Et donc, le thérapeute, en fait, donc quand on est formé à cette approche, donc le thérapeute pose des questions de sorte qu'à la fin de cette relation, de ce moment d'échange, eh bien, ils comprennent les relations. C'est-à-dire,
j'ai l'habitude de dire qu'en fait, quand on voit une personne, c'est comme si on se prenait pour Christophe Colomb, c'est-à-dire c'est comme si on explorait un monde nouveau. Et bien là, le monde que vous explorez, vous allez le comprendre. L'idée, c'est de tout comprendre. Alors peut-être qu'on va interroger, par exemple aussi, les lignées de prénoms. On va voir qu'il y a des gens, Jean-François, Jean-Michel, Jean qui apparaissent sous des maris, ou des, etc., ou des prénoms plus rares qui interviennent, et que c'est pas anodin de redonner ces prénoms-là. J'en profite pour dire, il faut toujours se méfier, j'ai une formation scientifique, à la base je suis psychologue, mais j'ai fait de la psychologie différentielle, et donc on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est statistique, etc., ce qui n'est pas toujours la cup of tea, comme on dit de beaucoup de psychologues, mais il faut toujours se méfier, parce que statistiquement, les histoires de date de naissance, si on interrogeait les 200 personnes qui sont là, eh bien on verrait qu'il y en a beaucoup qui sont nés le même mois, le même jour du même mois, etc. Donc il faut toujours se méfier des répétitions de dates. Faites attention que voilà, il y a des aberrations sur le plan statistique, c'est pas forcément significatif de grand-chose. En tout cas, le thérapeute pose des questions de façon à comprendre comment ça se passe dans ce monde-là, comment ça se passe dans cette famille, comment ça se passe pour cette personne-là, qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui bloque, qui a des dettes, qui... Voilà. Et Elodie, donc je reviens à elle, qui s'accroche à son matelas toutes les nuits, qui consulte et vraiment tout va bien, donc je sais vraiment pas quoi faire. Quand je sais pas quoi faire, souvent, je propose ce soin transgénérationnel. Et donc Elodie réalise, en me disant ça, que sa grand-mère n'a pas pu se noyer dans la mare de la ferme familiale. Sa grand-mère, c'est sa grand-mère paternelle. Elle me dit, ma grand-mère s'est noyée dans la mare. Et alors, vous savez, vous connaissez tous cet outil qui est la reformulation. Donc je lui dis, donc si j'ai bien compris, Elodie, vous êtes en train de me dire que votre grand-mère s'est noyée dans la mare. Est-ce exact? Et elle me regarde, et là elle s'arrête pour la première fois, elle voit l'arbre sous ses yeux, et elle me dit, elle s'est pas noyée dans la mare. C'est pas possible. 40 cm d'eau, on peut pas se noyer dans la mare. C'est la mare au canard, c'est cette ferme familiale, le père y habite. Et elle avait ça sous les yeux depuis toujours, mais elle répétait depuis toujours ce qu'elle avait entendu. Elle s'est noyée dans la mare de la ferme familiale. Mais parfois on a des choses comme ça sous les yeux pendant des années, on répète, et puis tout à coup, parce qu'il y a un thérapeute qui intervient et qui pose des questions sur cet arbre, la personne, il y a une sorte d'insight à l'intérieur d'elle, elle se rend compte, on n'est pas encore en hypnose, mais comme je disais ce matin, quand les personnes sont formées à cet outil, à l'approche hypnotique, eh bien on ne peut pas ne pas faire d'hypnose en fait, c'est une hypnose conversationnelle. Et donc elle sort des surprises et elle se rend compte que ça n'est pas possible. Et elle se rend compte que sa grand-mère, à l'époque, avait exactement le même âge qu'elle est là, lorsqu'elle éprouve ce mal-être. Donc elle me dit, c'est incroyable cette histoire, je n'ai jamais questionné le fait que ma grand-mère s'est noyée dans la mare, c'est pas possible, donc elle s'est suicidée. Et tout à coup, elle fait le lien entre elle, sa volonté de se suicider, et tout à coup, cette grand-mère. Alors, je vous ai parlé de transe debout à certains. Donc, lors du soin en hypnose, la personne est debout. Alors, pour les personnes qui ne peuvent pas être debout, bien sûr, elles ne sont pas debout. J'ai travaillé dans un centre de rééducation. Et Henri a dit ce matin que j'avais eu un grave accident, donc j'ai été hospitalisée dans ce centre. Et dans ce centre, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de pratiquer l'hypnose. Et donc j'ai travaillé avec des personnes qui avaient des douleurs de membres fantômes, puis j'ai travaillé avec des personnes en groupe, auto-hypnose pour les personnes porteuses de douleurs chroniques. Et Dieu sait qu'il y en a dans les centres de rééducation. Et puis j'ai fait aussi un peu de transgénérationnel pour ceux qui étaient désireux de voir ça. Donc pour les personnes qui sont en fauteuil, bien sûr elles restent en fauteuil, mais je leur demande pour les paraplégiques de se mettre en position tonique. C'est quoi en position tonique? Vous avez compris, c'est pas complètement amaché contre le dossier, c'est je tiens mon corps
comme je peux, ça dépend où la personne a eu son accident. Et pour les personnes qui peuvent, je leur propose de se mettre debout, et je les fais mettre debout devant un fauteuil ou devant une chaise, évidemment pas avec des roulettes, hein, s'il vous plaît, parce que sinon il y a des risques, voilà. Mais autrement qu'elles se mettent voilà, devant une chaise, de façon à ce qu'au moment où c'est utile, elles puissent s'asseoir. Alors on peut dire, mais pourquoi une transe debout? Eh bien parce que j'utilise l'hypnose d'une façon corporelle, c'est ce que je vous disais ce matin. Et donc je pars des pieds, donc on parlait de Qigong à l'instant avec Joannick, donc moi aussi je pratique le Qigong depuis longtemps. Donc je fais une induction, qui est une induction où je propose des choses qui s'originent en Qigong, en yoga aussi. Donc la personne est debout et je lui propose, comme je suis en train de vous montrer, de passer le poids du corps d'un pied sur l'autre. Donc passer le poids du corps d'un pied sur l'autre, mais vraiment tout doucement, de façon à bien sentir, si certains ont envie de le faire, allez-y, mettez-vous debout et faites-le, de façon à bien sentir le transfert du poids du corps. C'est-à-dire, quand je me mets sur la jambe gauche, ok, tout mon poids est sur l'arête extérieure du pied. Puis je vais transférer le poids du corps sur le milieu du pied gauche, puis sur l'arête interne du pied gauche, puis sur, en même temps, l'arête interne du pied droit, etc. Et je vais proposer aux personnes de bien sentir le transfert, de bien sentir qu'est-ce qui se passe quand on passe le poids du corps comme ça. Et puis pareil, d'avant en arrière, mais sans décoller ni le pied devant, sans décoller non plus le talon complètement, donc sans se déséquilibrer. Mais tout doucement, vous avez compris, la personne est debout et en fait l'idée c'est de la remettre dans les sensations de son corps. Alors pourquoi par les pieds? Parce que la plupart des personnes qui nous consultent ont des problèmes, on parlait à midi, de problèmes anxieux, de troubles anxieux qui se sont développés avec le Covid, n'est-ce pas? Donc l'idée c'est de leur mettre toute leur conscience dans les pieds et qu'elles quittent leur tête. Okay, on a beaucoup de gens qui viennent me voir qui sont trop dans leur tête et pas assez dans les pieds. Henri disait tout à l'heure aussi, c'est une façon pour les personnes porteuses de douleurs chroniques de mettre l'attention dans une partie du corps qui n'est pas la partie qui est exclue habituellement, etc. Et quand je propose ça, ensuite je vais proposer d'être attentif aux sensations. C'est-à-dire chaleur, fraîcheur, lourdeur, légèreté, picotement, fourmillement, tenaillement, brûlure, etc. Pour moi, il n'y a pas de bonnes sensations et de mauvaises sensations. Il y a des sensations. Point. Toutes les sensations sont des sensations qui nous indiquent que la partie du corps est vivante. Quand on exclut une partie de notre corps, comme le coude, dont parlait Henri ce matin, eh bien c'est parce que je me dis que, donc là on est bien dans la tête, dans l'évaluation, je me dis que cette sensation n'est pas normale, je me dis que cette sensation est désagréable. C'est-à-dire je pars de la réalité du ressenti et je passe dans l'évaluation. Okay? Et donc l'idée c'est de revenir aux sensations, sans évaluer, juste rester aux sensations. Il y a plein de théories derrière tout ça, je passe sur toutes les théories, mais je vous explique comment je m'y prends. Donc je demande aux personnes d'être très attentives au mouvement et on part des pieds, je détaille beaucoup les sensations dans les pieds de façon à ce que les personnes se sentent très ancrées dans le sol. Donc les pieds, puis les chevilles, puis les mollets. Au moment des pieds, je propose aussi, j'en parlais à midi, une induction visuelle qui n'est pas par hasard non plus, donc je vous explique tout. Je fais regarder un point au loin et je demande 3 caractéristiques de ce point au loin. Un point tout près, un point au loin le même, 3 caractéristiques, un point tout près le même, 3 autres caractéristiques, une dernière fois au loin, une dernière fois tout près. Et là je propose la fermeture des yeux. Alors, pourquoi cette induction visuelle? Parce que je mets du mouvement. C'est une forme, c'est une façon d'introduire le MDR dans cette induction. Et même chose dans
dans cette induction par le mouvement. Et il m'arrive quelquefois, je pose mon micro 2 secondes, de demander ça. Tout le monde connaît ça. Eh bien, de demander ça. Donc, je demande une forme de tapping des épaules ou des jambes, de façon à remettre du mouvement. Okay. Donc tout ça sont des formes d'induction possibles. L'idée, c'est de ramener la personne à son corps, ramener la personne aux sensations. Donc visuel, auditif, même chose. C'est-à-dire, je vous demande d'écouter au loin et trois choses, puis écouter autour de vous, puis écouter tout près. Et là, je propose de bien sentir la respiration et surtout l'entendre, bien entendre la respiration. De nouveau au loin, dans la pièce tout près, et une troisième fois, c'est toujours 3 fois, et je termine par tout près. Dans l'induction, je termine toujours par le près. Et ensuite, on revient aux pieds, chevilles, mollets, genoux, le haut des jambes, le bassin. Et là, une fois que je suis au bassin, je propose à la personne de se mettre au centre. Je lui dis, vous êtes au centre, comme si vous étiez au centre de votre dessin. Et c'est vous qui allez décider de la place de chacun. Donc, premièrement, comme on le fait toujours en hypnose, j'installe les ressources tout autour de la personne. Donc, j'installe ce CEX qu'elle aime et ce qu'elle aime, symbolisé par, imaginons que ce soit la lecture, je mets un livre, imaginons que ce soit la musique, je peux mettre un instrument, je peux mettre un disque, etc. Ok ? Une fois que j'ai introduit tout ça, je lui propose de refaire un body scan récapitulatif, comme je dis, bien sentir les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les jambes, le bassin, la zone digestive, respiratoire, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout de chaque doigt, chaque zone du dos, tout ce qui est en arrière en partant du bas, la zone sacrée, lombaire, dorsale, cervicale, l'arrière de la tête, le cuir chevelu. Et je ne détaille pas vraiment le visage, parce que je ne veux pas que la personne mette toute son attention ici. Encore une fois, c'est plus les pieds qui m'intéressent. Et quelquefois, d'ailleurs, pour les pieds, j'ajoute quelque chose qui est bien sentir la force de l'attraction de la Terre, bien sentir la force de l'attraction terrestre, et bien sentir la force de l'attraction du ciel, comme si il y avait un fil invisible qui nous reliait au ciel. Ok. Une fois que la personne est bien installée, que ses ressources sont bien installées, qu'on a refait un body scan, on va dire que la personne, elle est installée au centre. Et là, je vais lui proposer d'installer les personnes les plus faciles sur son arbre. Si les personnes les plus faciles, c'est sur sa propre ligne, eh bien, on va commencer par installer les personnes sur sa propre ligne. Si les personnes les plus faciles, c'est mes enfants, je vais d'abord installer la ligne des enfants. Si les personnes les plus faciles, c'est la ligne des parents, je vais installer les parents. Si les personnes les plus faciles sont mes grands-parents, je vais commencer par les grands-parents. Il n'y a pas forcément de respect ligne à ligne. Et puis, je redis que la distance entre les personnes, que la personne va mettre en hypnose, c'est la distance qui représente la juste distance affective. Et ce n'est pas la tête qui décide, je vous rappelle que la personne est debout ou en position tonique quand elle ne peut pas être debout, mais c'est le corps qui décide. C'est-à-dire c'est le corps qui va guider la personne, elle va sentir qu'elle n'est pas confortable, donc je propose d'expérimenter, d'éloigner, de rapprocher, d'éloigner, de rapprocher, de sorte qu'elle trouve la juste distance. Une fois que la juste distance a été installée, alors on va utiliser un certain nombre de phrases un peu particulière. Imaginons que ce soit ma sœur. Je suis ta sœur, tu es ma sœur aînée. Tu es ma sœur aînée, je suis ta sœur plus jeune. Et là, on va utiliser ce que la personne nous a dit lors de l'arbre, lors de la construction de l'arbre. Si la personne nous a dit j'ai eu une bonne relation avec ma sœur, mais à un moment donné, il y a eu quelque chose de difficile, je vais répéter mot à mot. Vous vous souvenez, en hypnose directionnelle, on ne crée, on n'invente pas, on reprend les mots du patient. C'est ça qui est le plus fort. Donc,
voilà, vous avez une bonne relation avec votre sœur, donc vous pouvez la remercier pour ses bonnes relations et en même temps lui rendre sa propre histoire. Elle a fait ses propres choix et on lui rend son histoire. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ok. Donc je vais installer comme ça toutes les personnes de la même ligne. Une fois que toute la ligne est installée, imaginons que ce soit la ligne, ma ligne, une fois que toute la ligne est installée, à chaque fois je reviens sur le body scan. Et je fais en sorte que la personne de nouveau sente tous ses appuis. Donc c'est pour ça que je reviens au body scan. Et en hypnose, les yeux fermés, je vous demande de regarder devant, à gauche, à droite, toutes les ouvertures, toutes les possibilités. Et en grand secret, voilà, c'est ce que j'ai mis là, il est proposé à la personne, au consultant, d'ajouter ce qu'elle désire à chacun. C'est-à-dire, moi je dis toujours, les psys ne sont pas des voyeurs, donc si la personne souhaite, parce que ça lui vient à ce moment-là et parce qu'elle n'avait pas envie de me le dire à haute voix, si la personne souhaite ajouter en grand secret ce qu'elle désire, c'est le bon moment maintenant. Donc je lui dis, vous pouvez ajouter en grand secret ce que vous souhaitez dire à cette personne, parce que c'est le bon moment maintenant. Une fois que c'est fait sur cette ligne, eh bien, je vais passer à la deuxième ligne. Alors, ça peut être la ligne des petits-enfants, si c'est cette ligne qui est la plus facile. Ça peut être la ligne des parents, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de rendre à chacun ce qui lui appartient. En fait, et là, je suis en train de vous expliquer l'origine de ce soin que j'ai créé. Donc, quand j'ai créé ce soin, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, j'ai lu tout ce qui se faisait en transgénérationnel, il n'y avait rien avec l'hypnose, et donc j'ai créé ce soin de toutes pièces, mais je me suis inspirée bien sûr de tout un tas de choses, dont la 5e parole. Alors qu'est-ce que c'est la 5e parole? Tout le monde connaît les 10 commandements. C'est un héritage culturel que nous avons, tous ces 10 commandements, qu'on soit croyant ou pas croyant. Voilà. Alors, on peut dire les 10 commandements, mais j'ai pas retenu cette traduction-là. Il y a toujours un questionnement sur la traduction, et donc j'ai retenu cette traduction qui est les 10 paroles. Entre paroles et questionnement, il y a un monde d'écart, et je préfère parole. C'est la 5e parole que j'ai retenue, qui est mal traduite, encore une fois, et c'est pas la pire des traductions. C'est tu honoreras ton père et ta mère, tu honoreras ton père et ta mère. Peut-être au-delà, c'est tu aimeras ton père et ta mère, sauf que les parents peuvent ne pas être aimables, n'est-ce pas? Donc j'ai retenu cette traduction-là, et je vais vous la développer mot à mot. Tu rendras à ton père et à ta mère leur propre poids, de sorte que tes jours s'allongent ou se prolongent sur la terre que l'être te donne. Donc je reprends mot à mot. Tu rendras à ton père et à ta mère. Alors c'est pas le père et la mère pris au sens propre du terme, c'est tu rendras à ceux qui ont eu de l'importance pour toi dans ton enfance. Tu rendras à ceux qui ont été importants pour toi et qui ont influencé évidemment ce que nous sommes devenus. Donc tu rendras à ton père et à ta mère, pris au sens large, leur propre poids. Le poids de quoi? On va se poser cette question. Bien c'est le poids de leur choix ou le poids de leur non-choix. Un choix ou un non-choix pèse un poids lourd, n'est-ce pas? Donc tu rendras à ton père et à ta mère leur propre poids, de sorte que tes jours s'allongent. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que nos jours peuvent se raccourcir. Ça veut dire qu'on peut mourir si on ne rend pas le poids. Ça veut dire que les jours peuvent se raccourcir. Sur la terre que l'être te donne. Alors là, c'est un peu surprenant, cette dernière partie de phrase, parce que ce que cette dernière partie de phrase nous dit, c'est que finalement, c'est pas rien, on ne doit rien à nos parents, puisque la terre existait déjà. Donc ça veut dire que je ne dois rien à mes parents, mais mes enfants ne me doivent rien. Et ma petite fille qui a 1 an ne doit rien à sa mère qui est ma fille. Elle ne lui doit rien, puisque la terre existait déjà. C'est-à-dire que la vie de mes enfants est passée au travers de la mienne. Mais eux ne me doivent rien. Et si jamais je mets mes enfants en dette, si jamais, eh bien je leur fais porter des choses. Et si je leur fais porter des choses, regardez-moi, je suis comme ça.
vous êtes mon avenir, merci d'être mon avenir, puisque vous êtes face à moi, derrière il y a le passé. Eh bien, si je ne rends pas le poids à mes propres parents, soit je vais me tourner comme ça, et là je me fais mal au dos et on a toutes les pathologies liées à ça, ou bien je vais être comme ça, c'est pas mieux, ou bien si je regarde pas mon avenir et si je suis trop en attente de mes enfants, je me trouverai comme ça, et donc je suis dans une position qui n'est pas juste. Donc l'idée c'est la juste distance. Lors de ce travail, chacun des membres de la famille a sa place, une place qui permette au patient, à la patiente, d'être confortable dans sa ligne de génération et de se sentir libre au sein de sa constellation familiale. Donc là, je reparle d'Élodie. Donc Élodie, elle a sa place dans la famille. Elle a ses parents, des grands-parents, et donc rien n'a jamais été questionné sur ce suicide de cette grand-mère, dont elle se rend compte qu'effectivement c'est un suicide. Alors elle ne sait pas pourquoi, mais l'idée, ça va être de rendre ce qu'elle sait à sa grand-mère. Parfois, il n'y a pas besoin d'enquêter pour savoir. Il n'y a pas besoin de savoir dans la réalité. Souvenez-vous, l'hypnose, médecine de l'imaginaire. Donc c'est ce que j'imagine devoir rendre qui est important. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans la réalité qui est important. Donc Élodie met de la distance, rend son histoire à chacun, notamment sa grand-mère paternelle, à son père. Pourquoi à son père? Parce que finalement son père, il ne lui a jamais, il n'a jamais questionné cette phrase « ma mère s'est noyée dans la mare ». Hein? Donc en fait ça passe à travers des générations, au travers d'un secret. Très souvent les secrets, quand ils passent, on voit que la personne, elle se tient figée. Vous voyez, quand il y a un secret, quand il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de figé dans l'attitude. Ce figement d'attitude fait que la personne à qui le secret est passé ne pose pas de questions. Il n'y a pas de questionnement possible, c'est figé. Et donc, Élodie rend à chacun ce qui lui appartient. Je te rends ta propre histoire, elle t'appartient, et je te remercie pour. Parfois, on ne peut pas vraiment remercier la personne en question. La semaine dernière, j'animais ce séminaire donc au Luxembourg, et il y a une personne qui était présente, et elle a été abusée par un ami de son frère, qui était en même temps, ça se passe dans une institution religieuse privée. Elle a été abusée par cet homme, donc qui avait l'âge de son frère aîné. Elle avait 13 ans, lui il devait en avoir un peu plus de 20, et il était responsable de l'enseignement religieux. Elle dit, je peux lui rendre, mais pourquoi je le remercierais? Je ne peux pas le remercier de m'avoir violée. Donc parfois on ne peut pas remercier, mais quand on peut ajouter cette petite phrase. Je te rends ta propre histoire, je te rends tes choix, tu as fait ce choix-là, ce jour-là, etc. Je te rends ton histoire, elle t'appartient. Et puis, quand on peut ajouter, je te remercie pour. Et Élodie remet chacun à sa place. C'est-à-dire que son père, elle peut le mettre loin sur la ligne. Ou bien si elle le met juste derrière elle, sur la ligne des parents, eh bien ça veut dire qu'ils entretiennent une relation affective très proche. Et même chose pour sa grand-mère. Donc elle remet chacun à sa place et elle se sent être présente au travers des sensations de son corps. Vous vous souvenez, à chaque fois on repasse par un body scan et elle sent de la légèreté, de la liberté dans toutes les parties de son corps. Elle peut être donc dans son présent et dans son avenir. Et on observe souvent des ajustements corporels en hypnose. Quand on fait ce soin, en fait, on voit la personne et on la voit bouger, s'ajuster, se redresser, respirer. On voit que les traits du visage se détendent. Bon, vous connaissez tous ça, hein, ce sont ce qu'on appelle les minimal cues, hein, les signes minimaux de la transe, mais là on voit vraiment des choses qui se passent avec chaque personne. Souvent, lorsqu'une personne s'adresse à une personne de derrière, alors, une chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que le bassin et les membres inférieurs ne bougent pas quand on est debout. On est toujours face à son avenir. Seul le haut du corps peut se tourner pour parler aux lignes de derrière.
Et quand on voit les personnes des lignes de devant, elles sont de dos, parce qu'elles-mêmes font face à leur avenir. Donc vous imaginez l'émotion intense quand on voit nos enfants de dos, nos petits-enfants de dos, et on met, pour les personnes qui travaillent en pédopsychiatrie ou en maternité, on met tous les enfants qui ont été mort-nés, tous les enfants qui... Chacun à sa place. Et donc ça peut être très émouvant, et on parle à chacun. C'est-à-dire la personne décide de ce qu'elle va dire, soit on lui rend les paroles qu'elle nous a dites lors du travail sur l'arbre, soit on lui laisse du temps, en grand secret, à haute voix intérieure. Voilà, notez bien les questions s'il y en a. En conclusion, c'est bon, j'ai respecté le temps. Okay. En conclusion, on peut dire ce travail sur l'arbre, dont j'espère vous avoir donné un exemple concret, à quel moment, pour quelles indications on peut proposer ça? On peut proposer ça quand quelqu'un vient nous voir avec une histoire très lourde. Donc on peut proposer, comme j'ai proposé à cette jeune fille qui est venue me voir et son frère a abusé d'elle, ses parents ne l'ont pas cru et n'ont pas voulu qu'elle porte plainte, puis finalement elle a été d'abord dans une famille d'accueil, puis maintenant elle est dans un foyer, enfin voilà, et puis donc il y a une plainte qui a été effectivement déposée, il y a le procès, donc il ne doit pas s'approcher de la maison de ses parents, ni du foyer où elle est, à moins de tant de kilomètres, sauf qu'il doit travailler pour lui donner une indemnité de 6 000 €, et pour l'instant il ne travaille pas, et il a été proposé ses services pour travailler dans une grande surface, et elle-même a postulé dans cette même grande surface. Donc pourrait se produire qu'ils soient collègues et qu'ils travaillent dans la même entreprise. Donc voilà. Bon, donc vous voyez, parfois c'est pas toujours aussi simple que ça, ces espèces d'espacements de kilomètres. Alors pour quelle indication? Pour des douleurs. On parlait de douleurs ce matin. Quand il y a des douleurs complètement inexpliquées, je me souviens d'une femme qui vient me voir, elle est porteuse d'algodystrophie depuis des années. Quand elle arrive dans mon cabinet, elle arrive avec un vêtement très très ample parce qu'elle ne supporte pas le contact du vêtement avec sa peau. Elle ne veut pas s'asseoir lors de la consulte, et en même temps elle ne supporte pas d'être debout. Voilà, elle ne supporte pas les pressions. Et puis je lui propose ça, et en fait voilà, on va faire ce travail et elle va reprendre le cours de sa vie. Je ne vais pas développer plus que ça ici. En tout cas, des douleurs chroniques. Pour quelles autres, et on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment s'y prendre. Des traumatismes. Par exemple, des cauchemars. Des personnes qui ont des cauchemars toutes les nuits. On vient m'arrêter toutes les nuits. Toutes les nuits, j'ai voilà, les gens-là qui viennent m'arrêter. On peut, et puis alors on travaille en hypnose sur les cauchemars, rien n'y fait. On peut travailler de cette façon-là, quand il y a des choses qui sont gardées secrètes, non dites. Tout un tas de choses. En fait, quand on est bloqué, moi quand je suis bloquée dans ma consultation, je ne sais plus quoi faire, je propose souvent ce soin. Voilà, vos questions. Alors moi je vais rebondir tout de suite parce que je suis là pour ça aussi. Moi il y a quelque chose de très qui m'interpelle beaucoup dans ta façon d'expliquer le transgénérationnel, parce que spontanément transgénérationnel, on pense au-dessus, en dessous. Et toi, tu nous proposes de penser derrière et devant, tout en ayant le regard toujours vers l'avenir. Et ça, je trouve que c'est une posture qui est très intéressante à proposer aux patients et même à nous-mêmes thérapeutes, parce que ça nous change complètement la vision
de ce qu'on peut se représenter du transgénérationnel pour le patient. Tu as tout à fait raison, Virginie, et c'est une question très intéressante que tu poses parce qu'à la fin du soin, la première partie du soin, vous avez compris, c'est la construction de l'arbre de vie. L'arbre de vie parce que je mets toutes mes ressources. Eh bien, je propose de retourner l'arbre. Parce que si je garde l'arbre comme on le fait habituellement, je vais mettre les générations passées au-dessus et les générations à venir au-dessous. Et donc, vous connaissez tous l'importance du recadrage en hypnose, je vais retourner l'arbre et tout à coup, vous voyez, les personnes font ça. Ah, voilà, yes. Parce que tout à coup, alors c'est pas pour 100% des personnes, mais on va dire 90%, je suis portée par mon arbre au lieu de porter le poids de mon arbre. Donc c'est une posture extrêmement importante et tu as raison de signaler ça. Rien que la représentation, rien que cette première partie du soin est essentielle. On voit l'avenir et on voit les générations à venir, ou les générations déjà existantes, de nous. Il y avait une deuxième chose qui m'interpellait un peu, c'était cette notion du grand secret. Merci d'avoir évoqué, parce que souvent on dit psychologue, psychiatre, on sait tout. Hein, et voilà, j'aime le rappeler là, en tout cas on n'est pas obligé de tout savoir pour voilà, prendre sur sa pensée de quelqu'un, prendre en soin, enfin, soigner, avoir une intention bienveillante envers quelqu'un, et généralement on ne sait pas tout. Donc, alors c'est vrai, et quelquefois je dis on peut faire de l'hypnose élégante. Alors qu'est-ce que j'appelle l'hypnose élégante? L'hypnose élégante, c'est un jour, j'étais à l'IFH il y a quelques années de ça, et je faisais le dernier séminaire de 3e année d'hypnothérapie, et lors de ce dernier séminaire, il y a le groupe de cette 3e année qui me regarde et qui me dit « Sophie, on te met au défi de mettre un tel, qui était un jeune homme, en hypnose. » Alors je dis déjà, moi je mets personne en hypnose, j'accompagne la personne à utiliser ses propres ressources, je vous l'ai dit ce matin, tout le monde entre en hypnose. Après, suis-je la bonne personne à qui cette personne-là va accepter de confier ses capacités hypnotiques? Et donc, on faisait donc le transgénérationnel et il n'avait rien dessiné parce qu'il ne voulait pas. Il n'avait rien dit parce qu'il ne voulait pas. Et je lui dis, ok, c'est ok pour moi, on peut faire ce soin si tu en es d'accord, moi je reste sans rien savoir. Et donc on a fait ce travail sans rien savoir. Donc c'est un grand secret et à haut droit intérieur, donc je lui dis, voilà, je t'invite à t'installer, on se tutoie dans les... Enfin moi j'ai eu tendance à tutoyer tout le monde, parce qu'on est collègues en fait. Hein. Et donc, je le mets debout et je lui propose qu'effectivement il soit vraiment au centre de son dessin, de sa représentation, et donc une induction corporelle. Et ensuite je lui ai dit, je ne sais pas quelle est la ligne que tu veux d'abord faire, une fois qu'il a mis ses ressources, est-ce que tu veux ta ligne ou la ligne de devant, la ligne de derrière, la ligne encore devant ou la ligne de tes grands-parents, mais tu sais. Et c'est ça qui est important, c'est que toi tu saches. Donc je t'invite à installer les personnes importantes pour toi sur cette ligne et tu me fais un petit signe de tête lorsque tu as installé les personnes à la juste place. Je te rappelle, la juste place c'est la juste distance qui représente la distance affective. Donc tu peux expérimenter, d'éloigner, de rapprocher, c'est le bon moment maintenant. Donc je lui dis quasiment ce que je vous ai dit. Et on a fait ce travail en grand secret. Veux-tu parler? Veux-tu dire? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rendre? Des choses pour lesquelles tu veux remercier? Voilà. Et on a fait tout ça sans que je ne sache quoi que ce soit. Et c'était une hypnose très longue, puisque ce travail prend à peu près une petite heure, on va dire, 50 minutes. En hypnose. En transe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si. Ok, vos questions. S'il y a des questions. Non.
Non, moi je peux parler comme ça, ma voix elle est portante. Moi, votre exposé était très très bon et ça m'a beaucoup perturbé. Je comprends. Parce que c'est pas un saut du coq à l'âne, mais, comment dirais-je, ça m'a rappelé, j'ai participé à des constellations. Déjà, j'ai payé 350 € pour voir ce que c'est. Et dans les constellations, on m'a dit, vous allez jouer le père, il a le grand-père, il a une bonne femme en face de moi, et il s'est mis à crier, toi tu es mon violeur. Donc, moi, si je suis votre logique et mon vécu de ces constellations, bah heureusement que je n'étais pas armé à ce moment-là. J'étais les jambes coupées, je suis rentré, je dis à ma femme, donne-moi l'exomil s'il te plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, comment dirais-je, je ne suis pas un homme instruit dans la psychiatrie ni la psychologie, et je me suis dit depuis que j'ai lu 30 pages de Freud que je ne liserai plus la psychologie. Je vous dirai pourquoi. Freud, il a commencé, d'après ce que j'ai lu dans des articles, en faisant de l'hypnose. Il s'est converti à la psychanalyse. Donc en rentrant, je suis d'origine bulgare, très curieux, j'entre dans une librairie et je regarde Psychologie de la sexualité. Vous connaissez ce livre? Je commence à le lire et à chaque fois, j'arrive jusqu'à la 30e, 40e page. Mon épouse, elle me dit, mais c'est en bulgare, c'est ta langue maternelle, pourquoi tu ne le lis pas? Je dis, mais écoute chérie, moi je lis le livre, il parle, je me sens pédophile, je deviens homosexuel quand je suis à la page, je deviens le violeur à la page 14, je deviens zoophile à la page 17. Ok, j'ai compris. Vous voyez Merci. ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Comme Merci si beaucoup. vous avez fait un moulinex et vous avez mélangé la salade et vous me dites, vous m'avez violé. Moi, ça m'a perturbé les constellations. J'ai compris, j'ai compris. C'est pour ça que je ne propose pas de constellation. Je propose donc que ce soit en hypnose. J'ai compris ce que vous avez vécu et on vous a proposé d'être le père et il s'est trouvé que vous jouiez un père violeur et que ça ne vous a pas convenu. Non, moi, il s'agit